Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus assister à cette table ronde en l'honneur de la Journée internationale des droits des femmes qui avait lieu, comme vous le savez, le 8 mars, mais l'université étant fermée à ce moment-là, on l'a fait aujourd'hui, ce jeudi 13 mars. Donc, merci encore. Le président vous fait ses excuses aux intervenants et au public, puisqu'il est pris à Paris, à France Université, mais il m'a fait savoir ce matin, enfin, il vous fait dire qu'il est très engagé sur ces questions-là et l'équipe présidentielle également. Donc je suis un peu son porte-parole aujourd'hui. Donc je vous remercie toutes les quatre d'être venues participer à cette table ronde Femmes, Loi, Liberté. Vous n'êtes pas sans savoir, toutes et tous, que les droits des femmes sont des droits qui ne sont jamais garantis complètement. On le voit dans toutes les parties du monde où le droit des femmes recule. Hein. Je crois que c'est un pays sur 4 aujourd'hui qui voit les droits des femmes reculer. Donc il est essentiel de les marteler, d'en parler et d'être présent sur tous les fronts, d'associer tous les partenaires, que ce soit l'université, que ce soit la sphère politique, que ce soit la société civile. Et je crois que c'est vraiment en travaillant de façon pluridisciplinaire et main dans la main qu'on pourra préserver nos droits et éviter effectivement qu'ils ne reculent, en tout cas dans le contexte qui est celui de la France en tout cas. Donc je remercie effectivement nos intervenantes que je vais vous présenter maintenant. Donc on a le plaisir d'avoir Annie Cararetto qui est la coprésidente du planning familial. Donc je la remercie, hein, vous n'êtes pas sans connaître le travail exceptionnel que mène et les combats que mène le planning familial depuis longtemps maintenant. Oui. Ah, voilà Stéphanie Palancade qui nous a fait une blague. Donc Stéphanie Palancade qui représente l'association Gyrophare et vous connaissez certainement au niveau local cette association hein, qui effectivement représente les personnes LGBTQI+. Donc on vous remercie de votre présence, d'autant que vous êtes intervenu plusieurs fois hein, ici à l'université, donc c'est un lieu que vous connaissez bien. Je remercie également Maître Bérangère Ader du barreau de Bordeaux et qui est avocate. Donc le droit effectivement est essentiel. On a signé une convention en début d'année universitaire avec le barreau de Bordeaux. Vous savez qu'il existe aujourd'hui un point justice à l'université avec des permanences une fois par mois. Donc n'hésitez pas, c'est un accès au droit libre et gratuit. Et il suffit effectivement de prendre rendez-vous. Donc ça, je le rappelle brièvement. Donc merci au barreau de Bordeaux qui nous soutient et qui est notre partenaire aussi depuis un moment. Et je remercie aussi Marie Crespe, qui est enseignante chez nous, qui est professeure de droit, spécialiste aussi des sciences criminelles. Elle est à l'IUT Montaigne. Et merci encore. Alors j'en profite pour dire que Marie a publié récemment 2 livres magnifiques pour expliquer le droit aux enfants et qu'elle est en voie de publication d'un nouveau livre aussi pour les plus âgés, enfin pour les étudiants, les adolescents. Donc je les ai ici, vous pourrez les consulter. Alors merci à toutes les 4. En fait, c'est une table ronde qu'on a conçue un peu de façon assez libre hein, pour que chacune puisse s'exprimer depuis son contexte de travail et de militantisme parfois sur ces questions des droits des femmes. Et merci encore, je vous cède la parole sans plus tarder. On va peut-être commencer du coup par Annie et puis je vous laisserai la parole comme ça. Et merci encore. Merci Mélanie, merci à vous, bonjour à tout le monde. Alors, sur cette thématique sur laquelle nous étions conviés, nous avons spontanément répondu oui. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. Ce qui m'est venu dans cette présentation, c'est d'abord rappeler ce qu'est le planning familial, donc une association militante, féministe, d'éducation populaire, qui existe depuis 60 ans en Gironde, qui fêtera ses 70 ans l'année prochaine au niveau national, qui s'est construite dans les années 50 quand la contraception et la moindre information sur la contraception était punie d'emprisonnement, quand l'avortement était encore puni par la peine de mort en France,
après les lois de Vichy notamment, et après la Seconde Guerre mondiale. Donc on était dans un contexte très compliqué pour les droits des femmes. Et donc l'association s'est construite à ce moment-là pour permettre aux femmes de se réunir et de ne pas être visées par ces lois, de pouvoir apprendre ce qu'était leur corps et de s'informer sur ce qu'elles pouvaient faire pour réguler leur naissance. Et donc c'est dans ce contexte que le planning familial s'est construit et qu'il a continué à militer au cours de ces années. On pourra y revenir si ça vous intéresse, mais du coup, Femmes, Loi, Liberté, mon message ce matin, ce serait plutôt que aucune loi importante pour les femmes n'a été votée parce qu'un jour, un homme, la plupart du temps, parfois une femme, s'est levé un beau matin et a dit « Tiens, je vais améliorer le sort des femmes ». Non. Classiquement, c'est une longue lutte qui a fait que, à un moment donné, c'est devenu une obligation pour eux. Deux lois, je voulais évoquer avec vous, deux exemples, mais qui sont quand même importants parce qu'on fête aujourd'hui, cette année, les anniversaires. Le droit de vote des femmes. Dans les années 1912-13, les anglo-saxonnes nous ont montré la voie. Hein. Les suffragettes, ça vous parle peut-être quelque chose, il y a de très beaux films là-dessus. Les anglo-saxonnes ont choisi une voie très radicale pour cette lutte, avec des manifestations, des grèves de la faim, de la répression. Il y a eu 3 mortes dans la manifestation dans les années 1918 et qui ont abouti à effectivement ce droit de vote en Angleterre. En 2018, à 30 ans pour les femmes, à 21 ans pour les hommes. Évidemment, on ne peut pas forcément donner l'égalité du premier coup. C'est venu en 1928. Et les suffragettes françaises, elles, ont poursuivi la voie pour l'obtenir aussi, de manière plus, je dirais, politique, avec des allers-retours au niveau du Parlement. Là aussi, c'est très... on a l'impression des fois de revivre l'histoire, parce que le Parlement accepte, puis le Sénat censure, et puis ça revient. Et ça peut faire encore écho à des lois qui passent aujourd'hui, et à la dernière notamment sur la constitutionnalisation de l'IVG, où ça n'a pas été simple à tout le monde d'accepter d'avoir une majorité pour voter cette loi. Ça a été donc une victoire aussi en 1945, dont on fête cette année l'anniversaire. Je parlerai de quelque chose de plus récent aussi, c'est la loi sur l'IVG. Bon, on a beaucoup parlé de Simone Veil, elle a fait un travail formidable à l'Assemblée. Mais pourquoi Simone Veil a pu faire passer cette voie à ce moment-là? C'est que l'état sanitaire d'abord de la France était catastrophique sur cette question-là. 800 000 femmes qui pratiquaient une IVG chaque année et 500 mortes à peu près tous les ans. Et ce qui avait amené du coup à une mobilisation de la société civile et professionnelle avec ce mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, le MLAC, dont vous avez sans doute entendu parler. J'espère, et il est toujours disponible, que vous avez vu le très beau film Annie Colère, qui est très récent sur ce sujet, et qui montre comment la société civile et professionnelle s'est organisée pour pratiquer des avortements dans l'illégalité et pour pouvoir permettre aux femmes de ne plus mourir sur ces questions-là, ce qui a du coup donné une situation politique globale en France où on avait la loi ne correspondait plus à rien puisque de toute façon il y avait à l'époque plus de 300 centres en 1973 avant le vote de la loi, plus de 300 centres qui pratiquaient ces avortements illégaux. Donc voilà, on a été vraiment jusqu'au bout de cette mobilisation pour forcer le législateur à mettre en place une loi qui corresponde à la réalité du pays. Et donc, on peut dire que chaque fois, ça a été sous la contrainte de la mobilisation. Moi, je vous dirais, je suis militante dans ces années 70 sur les questions de l'IVG. Alors, la loi pour l'IVG en 75, c'est la seule loi en France qui a été votée pour 5 ans. C'est-à-dire que là aussi, le droit des femmes, bonjour. Il a fallu se mobiliser encore, parce qu'on parle toujours de l'année 75 avec la loi sur l'IVG. Elle n'est devenue réelle qu'en 1979.
et avec des manifestations où, là où je le dis, on le gagne vraiment. Moi, je me rappelle d'une manifestation que j'ai faite à Paris, justement dans cette période-là. On est monté donc de Bordeaux en train, on est descendu du train sur le boulevard Montparnasse, on y est resté toute la journée, on est reparti le soir à 17h sans avoir manifesté tellement qu'il y avait de monde dans Paris pour obtenir cette loi. Voilà. Voilà comment une loi émerge aussi en France. Et donc aujourd'hui, ma question, pour ne pas être trop longue, on est tous dans le constat d'aujourd'hui, la question des violences et le fait que les femmes se lèvent aujourd'hui pour parler de cette question-là. C'est un vrai sujet. Le diagnostic est terrible. Hein. Moi, je le redis chaque fois que je prends la parole parce qu'on a besoin de l'entendre et surtout d'en faire quelque chose, je dirais. Mais c'est une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint. Mais là, on ne parle que des féminicides connus. On ne parle pas des suicides forcés. Il y avait un très bel atelier lors du Grenelle des violences qui avait été organisé par Marlène Schiappa. Dans cet atelier, le constat était sévère. On multiplierait par 2 ou par 3 le chiffre des féminicides si on tenait compte des suicides forcés dans le cadre des violences intrafamiliales. Un enfant qui meurt tous les 5 jours de maltraitance intrafamiliale. Un enfant meurt tous les 5 jours. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un constat dramatique. Un viol ou tentative de viol toutes les 2 minutes et demie, et avec le sévère constat quand même, pour nous, pour notre société, pour notre justice, c'est que seulement 1% des auteurs sont condamnés. Donc aujourd'hui, on est face à une violence systémique, une violence dont le pouvoir patriarcal ne veut pas lâcher. L'évolution qui est en marche, je dirais. Et là aussi, se pose la question pour nous de comment, avec quels moyens, quelle force, on va enfin arriver à faire appliquer la loi ou la faire évoluer. C'est une question fondamentale pour notre société aujourd'hui. Donc c'est dans la réflexion de aussi notre table ronde. Il y a des lois qui existent et qui ne sont pas appliquées. Celle de 2001 sur l'éducation à la vie affective et sexuelle, on en parlait tout à l'heure, c'est le fondement de la prévention de ces questions de violence. 2001, une loi qui existe, qui prévoit 3 séances à la vie affective, relationnelle et sexuelle du primaire au lycée. Toujours pas, on en parle beaucoup ces temps-ci, mais toujours pas appliquée. Donc l'application des lois est un vrai sujet. Et puis après, c'est l'évolution de la loi. Alors l'évolution de la loi, on en parle beaucoup en ce moment, après le procès notamment de Mazan. Mais voilà, est-ce qu'il y aura vraiment un changement? Est-ce qu'on va nous s'en saisir pour faire vraiment évoluer la loi et faire pression sur nos politiques pour qu'effectivement, ils tiennent compte de la dimension de ce procès? Et alors les procès, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Le procès Le Squarnec, le procès, alors... c'est un nom, Monsieur Fauque-Vintran, gynécologue dans l'Oise, plus de 130 patientes, c'est un gynécologue, plus de 130 patientes aujourd'hui qui se sont levées sur des questions d'agression sexuelle, de violence et d'agression sexuelle. Donc on voit qu'aujourd'hui cette question elle est vraiment systémique, c'est pas le fait d'une personne, on a ça sous les yeux tous les matins, le MeToo de la médecine, le MeToo de l'armée, le MeToo du cinéma, le MeToo, tous les milieux professionnels sont concernés, donc c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut qu'on s'empare pour faire évoluer la loi et que l'on vive enfin dans une société qui sera apaisée, dans le respect et surtout l'égalité. Donc c'est ce mot que je rajouterai moi à loi. Femmes, loi, liberté et égalité. Merci. Bon, je voudrais quand même souligner le travail incroyable que fait le planning familial et merci beaucoup pour ça. Non, mais vraiment, d'autant qu'on va quand même se rappeler qu'elles sont victimes de violences et à la fois pécuniaires, hein, et des violences physiques, etc. Et être engagé dans la société civile, c'est aussi prendre le risque de parfois se faire taper dessus, aussi, il faut le dire. Donc voilà, je meuble en attendant que se lance le super PowerPoint.
Mais voilà, je vais quand même me présenter. Stéphanie Palancade, mon pronom est elle. Et donc, dans l'espace public, je m'identifie et je me présente au monde comme une femme engagée, défenseuse des droits humains, écoféministe et lesbienne. Ça fait beaucoup, mais il y a de la masse. Il se trouve que moi, je suis très touchée d'être là, donc je vous remercie vraiment. Puis je remercie les étudiants, étudiantes et toutes les personnes qui sont là d'avoir pris du temps pour vous. C'est pas pour moi, c'est pour vous que vous l'avez pris ce temps. Vous partagez aussi rapidement que j'étais étudiante ici et que c'est très émouvant pour moi de me retrouver là, parce qu'à l'époque où j'étais étudiante, je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour je prendrais un micro pour vous parler. Je suis très émue aussi parce que quand je suis arrivée, j'ai été accueillie par une expo sur la retirada. Je suis petite fille d'un grand-père espagnol que j'adorais et qui a participé avec son histoire à mon engagement militant contre le racisme. Je suis très touchée d'être dans la bibliothèque Rigoberta Menchú parce que c'est une féministe descendante maya du Guatemala qui a fait beaucoup pour la cause féministe. Et aussi, c'est très émouvant pour moi parce que Marie, on s'est connus à la fac, mais ça, personne ne le savait. Et puis le dernier point, et vous avez vu que je porte un t-shirt qui s'appelle Marielle Franco. Et je voudrais bien que tu puisses mettre l'autre diapositive. C'est très simple. Je vais vous parler de Marielle Franco, dont malheureusement demain on célébrera les 7 ans de son assassinat. Et je vais vous parler de sa compagne, Monica Benicio. Voilà, qui est encore en vie, fort heureusement, et comme vous pouvez le voir, est pleine de vie, comme l'était Marielle. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de ces deux personnes, au-delà de la concordance du temps, la synchronisation, et voilà, pour faire hommage, pour faire mémoire, et parce que forcément, quand on m'a dit on va parler de femmes, de vie et de loi, ces deux femmes-là, en fait, incarnent un petit peu tout ça. Donc, Marielle Franco, pour celles qui ne la connaissent pas, c'était une femme noire, engagée en politique, issue des favelas, mère célibataire, qui vivait avec une femme, et je réinsiste sur le femme noire, et qui a été assassinée pour tout ça. Et cette femme, en fait, qui avait choisi de s'engager en politique malgré les risques, parce qu'au Brésil, être une femme noire et qui plus est se revendiquant publiquement de la communauté LGBTQI, c'est prendre le risque de se faire tuer vraiment de manière plus conséquente que les autres. Et la preuve étant, c'est ce qui s'est passé pour Marielle. Marielle luttait pour les droits humains, luttait pour les personnes minorisées et non pas pour les minorités, parce que je rappelle ici, dans cet espace, que les minorités correspondent à une norme établie et ça n'existe pas. Ce ne sont que des personnes qu'on minorise, alors soit à travers un appareil juridique parfois, ou à travers une volonté politique. Ouais, je suis un peu engagée, hein, mais j'y vais quand même, hein. Il faut le dire. Voilà, parce qu'au final, ça n'existe pas. Voilà. Enfin, ça n'existe pas, entendez-le. Les minorités n'existent pas. Voilà. Donc, c'est ça. Pardon, je me suis un peu... j'ai pris des notes, mais j'ai envie de vous raconter ça plutôt. Et donc, c'est ça. Marielle, en fait, a été assassinée parce que femme noire, je le rappelle. Et Monica, en fait, qui allait devenir son épouse officielle, hein, puisqu'elle devait se marier en septembre... suivant l'assassinat, avait choisi plutôt, elle, des études d'architecture et d'urbanisme, et puis était plutôt dans l'ombre, et était plutôt la personne aidante, soutenante, pour que Marielle puisse occuper l'espace public, en fait. Et comme elle me le dit toujours, elle est très timide, Monica. On ne dirait pas quand on la connaît, mais elle est très timide. Elle a du mal à aller à la boulangerie acheter des croissants et des chocolatines, puisqu'on est dans le sud-ouest. Mais du coup, voilà, elle avait fait ce choix d'être plutôt en coulisses. Et puis, quand Marielle a été assassinée, Monica, en fait, elle n'a pas fait le choix. Elle s'est engagée, elle aussi. D'abord, parce qu'elle avait peur qu'on invisibilise la mort de sa femme, mais la mort d'une femme noire, la mort d'une femme bisexuelle, la mort d'une femme élue et la mort d'une femme tout court, parce que finalement, ça n'a pas beaucoup de valeur, le corps d'une femme. Donc, elle a pris la parole aussi pour ça, au-delà de son combat à elle, sa résilience à elle, c'est ça. Et quand je l'ai rencontrée, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris à travers l'assassinat de Marielle, en fait, que...
Ben moi qui suis une femme blanche, qui vit dans un pays où, puisque je dis le mot loi pour vous montrer que j'ai bien compris le sens du propos d'aujourd'hui, mais où la loi me permet de prendre la parole, me protège même en cas d'agression, et ben, je me suis dit, il faut que j'y aille. Et puis c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Alors tant pis pour vous, vous me subissez du coup. Mais en fait, mon propos, au-delà de faire hommage, c'est de vous inviter à occuper les espaces que vous pouvez occuper. Prendre votre place, parce que pour en arriver à la loi, comme tu l'as dit tout justement, il faut occuper l'espace. Encore plus aujourd'hui. C'est gravissime ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup le savent, beaucoup sont sidérés. N'ayez pas peur, on est ensemble, on va y arriver. Est-ce que tu peux mettre le petit dessin que Kino, parce que parfois il y a des hommes aussi qui font des choses géniales pour les femmes, et au-delà d'être le papa de Mafalda, qui aussi m'a beaucoup inspirée quand j'étais adolescente, étudiante, etc. Et je vous jure que c'est vrai, hein, que c'est une de mes premières inspiratrices. Ben, quand Marielle Franco a été assassinée, il a dessiné ça. Alors, je crois que je n'ai pas tellement besoin de vous expliquer ce que ça raconte, mais ça raconte la vraie vie. C'est réellement ce qui s'est passé. Ce dessin a été fait quelques jours après la mort de Marielle. Et quelques jours après la mort de Marielle, et je fais partie de ces personnes-là, je ne connaissais pas Marielle, je ne vous ai pas précisé, j'en parle comme si je la connaissais, mais je la connais beaucoup plus depuis qu'elle est décédée. Avant, je ne connaissais pas. Mais en fait, je fais partie de ces têtes-là. Il y a beaucoup de femmes au Brésil, des femmes noires notamment, qui se sont encore plus engagées en politique pour justement défendre leurs droits et faire passer des lois. Monica a repris le flambeau de Marielle. Et en fait, j'ai une petite anecdote à vous raconter, parce que moi j'ai été fascinée par cette personnalité, cette icône qu'elle est devenue, Marielle. Et puis je demande, quand je suis avec Monica, qu'elle me raconte. Et puis elle m'a dit, je vais te raconter une anecdote. Un jour, Marielle voulait faire passer une loi à la municipalité de Rio. Ce n'est pas tout à fait le même système juridique, vous serez peut-être plus calé que moi là-dessus. Et en fait, c'était une loi pour la visibilité des lesbiennes. Et en fait, sa loi a été rejetée à 2 voix près. Et donc, en fait, elle a appelé Monica depuis les toilettes en pleurs. Et alors, pour moi, c'était sidérant d'entendre que cette femme qui avait autant de courage pouvait pleurer dans les toilettes parce que sa loi n'est pas passée. Voilà. Et puis, ça, Monica me l'a raconté en 2019. Puis depuis, Monica a été élue conseillère municipale à Rio. Et puis, elle a refait passer cette loi. Pareil, elle a été rejetée. Et puis elle a retenté, et puis ça y est, elle a été acceptée et validée. Donc c'est aussi pour vous donner un petit message d'espoir. Il ne faut rien lâcher, il faut prendre soin de soi. On a le droit de chialer dans les chiottes quand le monde est dégueulasse avec nous. Pardon pour ma vulgarité, mais il faut y aller, hein, on y va. Et puis on va prendre soin de soi, et puis on va vraiment y arriver en fait, hein. Ce que je voulais vous témoigner un petit peu plus, j'espère que je n'ai pas été trop longue, parce que je m'étais promis... de surveiller le truc, mais je n'ai pas regardé. Mais en ce moment, vous savez ce qui se passe aux États-Unis, c'est un effacement. Alors, je pourrais vous sortir la grande théorie de 1, la menace, étape 2, l'effacement, machin. Je vais vous parler juste d'un truc qui, moi, m'a frappé au-delà de la liste des 100 mots bannis pour le monde de la science. C'est l'effacement de la rue Black Lives Matter à Washington, où matériellement, on efface un fait historique. Alors, ce n'est pas pour vous faire peur, hein, c'est juste, on y est là, ça y est, on y est, et on a encore des moyens d'agir. On est là pour ça aujourd'hui, toutes ensemble. Pour l'instant, je pense qu'on est dans une période où il faut juste préserver déjà l'existence, ça sera pas mal, pour pouvoir continuer demain. Alors, c'est ça. Et je voulais juste terminer par la lecture d'un petit poème qui a été écrit suite à l'assassinat de Marielle. Et après, promis, je passe la parole. Attention. Vous êtes prêts ? Alors, ça s'appelle « Terre fertile ». Et c'est à la mémoire de Marielle Franco. Et c'est Carolina Rochas qui a écrit ça, qui est une écrivaine, poétesse brésilienne, historienne, sociologue et militante antiraciste. Alors voilà. Ils m'ont traitée de folle, d'agressive, d'insolente et de prétentieuse. Ils m'ont insultée pour ce que j'étais, ce que je suis et ce que j'oserais être. Ils m'ont livré en pâture à la raillerie, à la peur et à la renonciation.
Ils m'ont bien souvent empêché d'aller plus loin, d'aller au-delà. Ils m'ont enfermé dans leurs cachots sombres et humides et m'ont appelé impure, car l'impureté est noire et noire est ma couleur. Ils ont souhaité ma fin. Leurs mains pleines d'épines ont souillé mon hori. Ils ont fait saigner ma calebasse, mon existence sacrée. Ils ont décrété ma fin. Ils ont fait pourrir les racines solides de mon baobab, espérant me voir chuter. Ils m'ont jeté à terre, corps étendu, meurtri, brisé. Désintégré, je suis devenu humus, fumier et sentier. Je n'ai pas disparu. J'ai nourri la terre de ma chair et j'ai donné des fruits. Une génération de femmes plurielles et innombrables, noires, blanches, autochtones, lesbiennes, trans, prostituées, sorcières, combattantes, dressées de pierre, de poitrine et de poussière, résistent en moi. Et je finirai par mon mot à moi qui est « Nous avons été, nous sommes et nous serons ». On continue la lutte. Bonjour à tous. Moi, c'est Marie Crespe et je suis maîtresse de conférence en droit à l'UT Bordeaux-Montaigne et je forme des animateurs socioculturels. Alors, merci Mélanie déjà de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui. Ça a bien fait rire Stéphanie de voir mon nom pour cette table ronde. Elle ne m'attendait pas sur ce créneau des droits de la femme et pourtant, je suis là. Alors, je suis là en tant qu'enseignante-chercheur en droit. En tant que quoi? En tant que femme de 45 ans, mère de 4 enfants, je dirais quoi d'autre? Bourgeoise certainement, bobo peut-être, je ne sais pas. Blanche aussi, oui. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Rien. En tout cas, je me suis demandé en écrivant les petits propos là que je préparais, dans quelle mesure ces identifiants influençaient ou pas mes idées et ce que j'allais exprimer aujourd'hui devant vous. Je vous laisse libre d'apprécier. Ce thème, femme, loi, liberté, je l'ai eu un matin au réveil. Je suis un peu comme le commissaire Adamsberg dans les romans de Fred Vargas. J'ai une sorte de nébuleuse là, dans mon cerveau qui s'exprime bien la nuit et le matin. Et l'idée m'est venue du slogan femme, vie, liberté, je pense que vous connaissez tous, et qui était un slogan politique kurde et qui a été réutilisé pour défendre les femmes iraniennes suite au décès d'une femme qui avait mal porté son voile. Et ça m'est venu parce que quand on a discuté un petit peu avec Mélanie, on a interrogé ce rapport du féminisme ou des femmes, du droit des femmes, qui est donc du rapport des femmes au droit. Alors, il y a un rapport un petit peu ambigu qui est que le droit protège les femmes, en tout cas certains droits, certains ordres juridiques protègent les femmes, mais pas forcément, ne les protègent pas totalement. Et puis il y a aussi un rapport un peu de méfiance ou de défiance à l'égard du droit, de la loi ou de la justice. Vous le mentionnez tout à l'heure, la loi IVG qui n'a été adoptée que pour 5 ans, le 1% de personnes impliqués dans des procédures de viol ou d'agression sexuelle seulement condamnées. Voilà, donc il y a tout un mouvement un peu de fascination-répulsion ou d'amour et de désamour. Alors, voilà, j'ai pensé à ce slogan en me disant, mais est-ce que le droit, est-ce que la loi est facteur de liberté pour les femmes ou au contraire, est-ce que le droit est facteur d'asservissement pour les femmes? Donc, question un peu provocatrice, mais pas tant que ça. Alors, avant de répondre à cette question, de manière très simple, dans le temps qui m'est imparti, juste en bonne juriste que je suis, j'aime bien définir les termes du sujet. Alors, voilà, on ne se refait pas. Je vais juste le prendre à l'envers et commencer par la liberté. Alors, qu'est-ce que c'est que la liberté? En bonne juriste que je suis, je définis toujours les mots en dehors du droit et en droit. Alors, en dehors du droit, qu'est-ce que ça veut dire d'être libre? Eh bien finalement on le définit peut-être de manière négative par rapport à ce que n'est pas la liberté. Ne pas être libre, c'est être asservi. Et être libre, c'est quoi? Eh bien c'est, donc là cette fois de manière positive, la définition. Être libre, c'est faire des choix autonomes de manière éclairée aussi, parce qu'on ne peut pas faire un choix libre si on ne sait pas, si on ne connaît pas.
Donc ça, c'est la définition en dehors du droit. Mais en droit, le mot liberté, il a une autre signification qui est peut-être plus réduite et en même temps plus forte. Parce que la liberté en droit, c'est un droit fondamental. C'est-à-dire, c'est le droit le plus fort qu'on ait créé dans la hiérarchie des normes. C'est-à-dire, dans l'ensemble des règles de droit, c'est la règle la plus forte. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la déconstruire. On peut changer ces règles fondamentales. On peut en rajouter, comme la liberté de procéder à un IVG. Donc, il n'y a pas de fin de l'histoire, mais en tout cas, c'est plus compliqué de revenir sur des droits fondamentaux et plus compliqué de les créer aussi. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est que ce sont des valeurs tellement fortes qu'on veut les garder et les protéger avec le plus de force en droit. Voilà pour la liberté. Alors, la loi, maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'une loi ? Je passe sur la définition en dehors du droit et je vais me focaliser sur qu'est-ce que ça veut dire le mot loi en droit. Eh bien, il y a deux sens qu'on va donner au mot loi. Un très technique qui désigne un type particulier de norme juridique, c'est-à-dire la règle votée par le pouvoir législatif. Voilà. Donc, les autres normes, les autres règles de droit, ce ne sont pas des lois au sens strict parce qu'elles ne sont pas votées par le Parlement. Et le mot loi a aussi un sens plus général et moins technique, qui en fait est synonyme de droit ou de règle de droit. Quand on dit c'est la loi, ce qu'on veut dire c'est que c'est le droit en fait. Voilà. Et donc ça se distingue dans ce cas-là, la loi, de règles qui ne sont pas juridiques. Donc des règles morales, des règles religieuses, des règles de politesse, mais d'autres types de lois. Et donc là, moi, pour ce qui me concerne, je vais parler de la loi au sens large, c'est-à-dire toute règle de droit. Donc que dit le droit à l'égard des femmes, et est-ce que ces règles de droit, elles sont facteurs de liberté ou d'asservissement pour les femmes ? La réponse dépend nécessairement de quel droit je parle. Donc si je parle du droit positif français, c'est-à-dire de celui qui existe aujourd'hui en France, la réponse ne sera forcément pas la même que si je parle du droit français d'hier, et si j'imagine le droit français de demain, et sera encore différente si je parle de droit étranger. Alors le droit brésilien, je suis désolée, je ne connais pas, malheureusement. Voilà. Mais en tout cas, le droit comparé est une autre dimension de réponse. Et puis, il y a aussi le droit international ou le droit régional, c'est-à-dire du droit qui va exister entre certains pays du monde, dans une certaine région du monde. Voilà. Et donc, il me reste à définir ce qu'est une femme. Alors, très vite, hein. Je vous rassure. En bonne juriste, j'ai pris mon petit dictionnaire, voir qu'est-ce que c'est qu'une femme dans les dictionnaires, et donc j'ai commencé par le dictionnaire de l'Académie française. Et là, j'ai eu mal à mon sexe ou à mon genre, je ne sais pas. Donc le 9e dictionnaire de l'Académie française qui vient de paraître définit la femme, attention, on s'accroche. 1. Un être humain, on est un petit peu rassuré, un être humain défini par ses caractéristiques sexuelles qui lui permettent de concevoir et de mettre au monde des enfants. Voilà. Et le sens 2, épouse. Ok. Alors là, je me suis dit, bon, ça m'a un petit peu rappelé des controverses que j'avais entendues sur les critiques à l'égard de l'Académie française, qui n'est composée que de, je crois, 13% d'hommes, et qui est en tout cas visiblement assez conservatrice. Alors là, j'ai un petit peu élargi mes recherches et je suis passée sur le Larousse ou le Robert. On avance. La femme, dans ce cas, est un être humain de sexe féminin. Alors là, on est un peu rassuré parce qu'on ne parle plus de la procréation. Et on peut... alors, il n'y a pas le mot genre, mais il y a le sexe féminin. Et après, finalement, on peut élargir et dire bon, mais comment définit-on le sexe féminin, les chromosomes, les organes génitaux, ou le sexe social et culturel. Donc là, ça va mieux. Il y a aussi l'épouse, mais enfin bon, c'est pas... On va dire qu'on passe sur ça. Et alors le droit, là-dedans, hein, comment il définit la femme, le droit ? Eh bien, il ne la définit pas. Voilà. Il n'y a pas de définition de la femme en droit. Ce n'est pas une notion juridique. Mais parce qu'il y a toujours des mais en droit. Alors, le droit ne la définit pas les hommes non plus, mais le droit définit la mère. Voilà, donc il définit une femme particulière. Et là, je ne vais pas vous faire plaisir. La mère, c'est la femme qui procrée. C'est la femme qui porte en gestation. Donc, on dit la femme qui accouche, mais en fait, voix basse, césarienne, on ne fait pas la différence en droit. En tout cas, qui porte en gestation. Donc, pour être mère, il faut avoir porté l'enfant en soi. Je vous rassure, il y a la possibilité en droit français d'être parent
asexuée, d'accord ? Mais la mère et la filiation non adoptive est quand même sexuée par la procréation. Et donc, on interdit en droit français la gestation pour autrui, c'est-à-dire le fait de porter un enfant pour d'autres personnes. Donc, le droit français ne définit pas la femme, mais définit la mère. Et le droit français est genré, en ce sens que on est un être humain déclaré à l'état civil, homme ou femme. Voilà, il n'y a pas de sexe neutre en droit français. C'est mâle, masculin ou féminin. Il n'y a pas de sexe indéterminé, c'est-à-dire si un enfant naît avec une identité sexuelle difficilement identifiable, ou en tout cas qui ne correspond pas aux éléments caractéristiques habituels, il y a simplement la possibilité de ne pas indiquer le sexe de l'enfant pendant 3 mois suivant sa naissance, et après, par contre, il faudra choisir l'une ou l'autre identité pour l'enfant. Mais on est libre de choisir son identité sexuelle en France, c'est-à-dire qu'on peut changer de sexe. Alors voilà, le droit parle de sexe, il ne parle pas de genre. Voilà. Alors si, maintenant il parle de transgenre, il ne parle plus de transsexuel, mais à l'état civil, c'est sexe et pas genre. Mais on peut changer son sexe. Voilà. Ça, c'était pour les définitions, mais vous voyez, j'ai déjà commencé à répondre à la question de est-ce que le droit est facteur de liberté ou pas. Donc, ma réponse est assez simple. Oui, le droit est facteur, la loi est facteur de liberté pour les femmes, mais non, pas totalement quand même. Et donc, en 3e point, mais alors on fait quoi face à ce qui manque ? Alors oui, le droit est facteur de liberté. Le droit interne français est facteur de liberté. Vous en avez un petit peu parlé. Pour l'instant, au point où on en est, le sens de l'histoire du droit français, c'est d'améliorer les droits des femmes. Alors, je ne fais pas de pub, mais moi, j'aime bien cette BD qui est assez ludique pour les enfants. En tout cas, moi, je l'ai achetée pour mes enfants, pour retracer l'histoire du droit des femmes. Et on voit un peu les évolutions et parfois aussi des systèmes de droit qui étaient très favorables aux femmes et qui ont été complètement soit effacés, soit remis à l'ordre du jour pour l'ordre du jour patriarcal. Voilà. Mais en tout cas, le sens de l'histoire en droit français, c'est de défendre les droits des femmes, d'améliorer les droits des femmes, donc accorder aux femmes les mêmes droits que les hommes. Alors, le droit de vote, la capacité juridique, c'est-à-dire l'autonomie, le fait de pouvoir agir juridiquement sans le consentement de son parent, oui, ou de son mari. Parce qu'en 1804, je rappelle juste l'article 213 du Code civil qui disait que la femme devait obéissance à son mari, jusqu'en 1938. Voilà. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, on a une accélération et une égalisation des droits femmes-hommes. On a aussi des droits spéciaux favorables aux femmes. Donc cette fois, effectivement, qui vont être corrélés à son corps. Donc l'IVG, la pilule du lendemain, le droit d'accoucher dans l'anonymat. Voilà, des droits qui vont être spéciaux par rapport au corps des femmes pour leur assurer une liberté par rapport à ce corps. On a eu aussi, et on a encore des lois de discrimination positive, ce qui n'est pas sans poser des difficultés en droit français, mais des lois qui vont favoriser les femmes. Alors, c'est difficile en droit français, mais il y en a quelques-unes, notamment pour la parité en politique ou dans des instances dirigeantes de grandes sociétés ou dans les fonctions publiques, dans la fonction publique notamment au gradé. Voilà, donc ce sont quelques exemples. Tout à l'heure, je vous parlais de la liberté, qui n'est pas une liberté juridique forcément, mais en tout cas du droit de s'autodéterminer, c'est-à-dire de choisir son identité de genre et son sexe à l'état civil. Là, j'ai pris juste une décision assez récente en cour d'appel d'Angers, parce qu'il y avait... Alors, j'espère que je ne vais pas dire d'erreur, mais un homme qui est devenu femme et qui a fait l'objet de discrimination et de violence dans le cadre de son travail, donc moquerie, refus de la hiérarchie d'utiliser son nouveau prénom, et donc encore une fois des moqueries et des conseils pour l'aider à se maquiller, enfin bon, des comportements totalement déplacés qui ont donc été sanctionnés. Donc oui, le droit français protège les femmes et celles qui veulent être femmes en toute liberté. Le droit français national, mais le droit international aussi. Donc un certain nombre
de conventions internationales qui défendent les droits des femmes. Donc je les mentionne très rapidement. Il y a la CEDEF ou la CEDAW, qui est la Convention internationale sur l'élimination de toutes les violences et de toutes les discriminations à l'égard des femmes, qui est la première convention internationale consacrée spécifiquement aux femmes. La déclaration de Beijing, qui regroupe 189 pays quand même, mais bon, c'est plus un engagement politique qu'un engagement juridique. Et après, alors je voulais vous parler de droits plus régionaux, donc le droit européen. L'Europe, elle est duale en droit. Il y a le droit de l'Union européenne et le droit du Conseil de l'Europe. Donc l'Union européenne, c'est 27 États. Le Conseil de l'Europe, c'est 46 ou 47 États. Et l'objet, c'est de défendre les droits fondamentaux. Donc le Conseil de l'Europe défend les droits des femmes, avec la Convention européenne des droits de l'homme, qui est le traité le plus connu. Alors là, il y a l'interdiction des discriminations, par exemple, dans ce traité-là, et une récente décision que vous avez peut-être entendue et qui condamne la France pour avoir prononcé un divorce au tort exclusif de la femme qui avait refusé des relations sexuelles à son mari pendant plus de 10 ans. Voilà, donc c'est un petit exemple de la protection des droits de la femme et qui libère la femme au regard des conventions internationales européennes. L'Union européenne protège aussi les femmes. La Charte des droits fondamentaux qui, pareil, interdit les discriminations, certaines règles qui obligent l'égalité de traitement de rémunération. Et la Cour de justice de l'Union européenne, qui assure le respect par les États membres du droit de l'Union européenne. Et là, j'avais choisi 2 décisions d'une importance sociale différente, mais 2 décisions récentes. Une rendue là en janvier 2025, qui dit que toutes les femmes afghanes ont en tant que telles le droit d'obtenir le statut de réfugié, de demander l'asile, puisque en tant que femmes, elles sont persécutées dans leur pays et donc tout État membre doit les accueillir au titre du droit d'asile. Donc je trouvais que la décision était importante. Une autre décision, alors certes beaucoup moins grave, mais intéressante aussi, rendue par la Cour de justice de l'Union européenne, qui dit que les mentions homme ou femme, donc c'était rendu à l'égard de la SNCF, homme ou femme n'est pas une information pertinente, et donc cette mention a vocation à disparaître de certains interfaces commerciaux, puisque pour ne pas être utilisé ensuite à des fins commerciales. Voilà pour ce qui est le volet positif du droit, qui est facteur de liberté pour les femmes. Un volet un peu moins positif, voire dramatique dans certains cas, donc qui va concerner principalement le ailleurs, les autres droits. Vous en avez un peu parlé aussi. Donc le ailleurs, des situations qui empirent en Iran, en Afghanistan, aux États-Unis. Je ne reviens pas sur ces situations, et certainement dans de nombreux autres pays. Des pays qui stagnent aussi, qui ne sont pas pires mais pas mieux, et qui ne protègent pas spécialement la femme. Alors là, juste, c'est peut-être anecdotique aussi, mais la tradition du mariage par enlèvement, un truc quand même incroyable, mais qui existe encore en Asie orientale, des pratiques beaucoup plus dramatiques telles que l'excision. Voilà, donc ça stagne. Et puis parfois des légères améliorations. Ok, on a en Arabie Saoudite, la femme a obtenu le droit de conduire en 2018. On est content. Alors en France aussi, est-ce que c'est parfait? Non, certainement pas. Donc, très vite, il y a encore des droits qui peuvent nous paraître discriminatoires. Donc, qui vont s'appliquer uniquement aux femmes et qu'on pourrait vouloir critiquer. J'en ai choisi 2. L'article 322-32 du Code pénal qui crée une infraction d'exhibition sexuelle et qui donc discrimine les femmes, puisque si je montrais ma poitrine maintenant, je pourrais être poursuivie, alors que si vous montrez votre torse, monsieur, vous ne seriez pas poursuivi. Voilà, donc les Femen en ont fait les frais un certain nombre de fois, mais il y a une sorte de balance, c'est-à-dire que parfois, quand une femme montre ses seins pour militer et s'exprimer politiquement, eh bien dans ce cas-là, on va faire une balance des intérêts en présence, et dans ce cas-là, peut-être on ne pénalisera pas, il n'y aura pas d'infraction, mais en attendant, cette infraction-là
discrimine les femmes. Une autre disposition, plus anecdotique aussi, sur l'allocation familiale qui ne peut recevoir qu'un allocataire, qu'un bénéficiaire. Donc la règle, c'est que dans le couple, le couple se met d'accord entre l'homme et la femme. Sauf que l'article dit qu'à défaut de choix, c'est la femme qui recevra l'allocation. Alors, on peut discuter. Je lisais un article qui critiquait cette disposition, qui peut sembler favorable à la femme, qui, effectivement, dans la majorité des cas, a en charge les enfants, mais qui était critiquée parce que cette disposition continue de créer un stéréotype de genre, qui est que c'est la femme qui s'occupe des enfants. Voilà. Donc, au-delà de la lettre du droit, il y a l'esprit du droit. Et donc, certaines lois ne sont pas genrées dans la lettre, mais genré dans l'esprit. Alors là, je pensais aux règles de droit qui vont interdire l'abaya. Ben oui, il n'y a que des femmes qui portent l'abaya. Et je pensais aux lois qui interdisent la dissimulation intégrale du visage dans l'espace public. Mais en fait, donc cette loi, elle vise tout le monde dans le texte, mais en fait, c'est la loi contre le voile intégral, de fait. Voilà. Et puis, il y a la sociologie. Bon, alors, les juristes, ils ont un peu de mal avec la sociologie, ils préfèrent les textes tels qu'ils existent, mais en fait, il y a quand même... Ça change, ça, d'abord, et puis, donc il y a de plus en plus d'études, et puis, effectivement, que deviennent les lois dans la réalité, parce que pourquoi est-ce qu'il y a toujours des besoins de militer? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de politiques publiques pour défendre les droits des femmes? Pourquoi est-ce qu'il y a des chiffres qui sont autant défavorables, alors que le droit protège les femmes? Parce que dans la vraie vie, les mœurs n'ont pas forcément toujours changé, et les stéréotypes se reproduisent. Alors, là, dans la sociologie, j'ai interrogé le rapport de la femme telle qu'elle existe dans la société au droit. Donc, est-ce qu'elle a accès à la création du droit, la femme? Est-ce qu'elle a accès au contrôle du respect du droit? Est-ce qu'elle a accès à la justice, au métier juridique? Voilà. Donc, je vous martellerai pas de chiffres, mais la place des femmes dans la création du droit, bien, effectivement... les femmes sont sous-représentées par rapport aux hommes au Parlement, mais elles sont quand même mieux placées qu'il y a certaines années. Les femmes au gouvernement, ça dépend des gouvernements. Et une femme président, pour l'instant, il n'y en a pas eu. J'espère que la prochaine ne sera pas une femme, en tout cas pas celle qui est dans les starting blocks. Voilà, pour la création du droit. L'exécution, j'ai pas de stats sur la place des femmes dans les forces de l'ordre. Par contre, ça a beaucoup de statistiques qui concernent la place des femmes dans la justice. Et donc, effectivement, c'est une profession qui s'est largement... magistrat de l'ordre judiciaire, c'est une profession qui s'est féminisée, comme la profession de l'avocature. Mais on retrouve les mêmes plafonds de verre, c'est-à-dire que sur les professions... au gradé, elles sont sous-représentées. Pour l'avocature, il y a des orientations, il y a des contentieux où les femmes sont surreprésentées. Alors, le droit pénal et le droit de la famille. Par contre, le droit des affaires est plus masculin. Voilà. J'interrogeais aussi les effets de l'intelligence artificielle à l'égard du droit et de la liberté des femmes. Et donc, l'IA a tendance à reproduire les stéréotypes de genre, que ce soit dans les données qui sont récoltées, que dans la façon que nous avons de poser les prompts, les questions. Et donc, j'ai appris l'existence du FAIR, c'est-à-dire du Feminist Artificial Intelligence Research Network, donc du groupe de recherche militant féministe par rapport à l'intelligence artificielle, donc qui regroupe un certain nombre de militants et de scientifiques pour éviter ou limiter cet impact de l'intelligence artificielle face au recul des droits des femmes, ou en tout cas au maintien des stéréotypes de genre. Alors on fait quoi face à tout ce qui reste à faire? Déjà, il faut être conscient de l'imperfection du droit. Je suis juriste, profondément convaincue de la nécessité du droit, mais le droit ne peut pas tout. Il ne peut pas s'occuper de tout, il ne peut pas tout changer. Ce qui change, ce sont les gens qui changent les choses. Le droit est créé par les gens, la société, c'est nous. Donc il y a ça. Et ensuite, le droit est imparfait. Tout à l'heure, on parlait du droit international. Le droit international peut proclamer un droit, mais ce n'est que du droit international. Et le droit international, on le voit, c'est pas comme le droit interne. C'est-à-dire que même s'il y a des règles qui sont fixées, il n'y a pas forcément des sanctions qui sont prévues, il n'y a pas forcément un juge international qui existe pour contrôler si les États signataires le respectent. Et en tous les cas, en droit international, il n'y a pas d'exécution forcée. Donc, on peut sanctionner un homme qui tape sa femme, mais on ne peut pas sanctionner un État qui violente ces femmes. Voilà. En tout cas, pas sur la scène internationale. Donc, il faut être conscient de ces limites du droit.
Ensuite, il faut être conscient que peut-être, et c'est lié, il y a besoin de prise de conscience. C'est violent pour les hommes de prendre conscience de leur sexisme, je pense. Et là, je lisais sur la taxe rose, ou la woman tax, parce que nous, on l'appelle la taxe rose, mais en anglais, c'est plus focalisé sur le mot femme. Eh bien, il y a eu des études parlementaires qui ont été produites qui concluent à l'absence de prix plus cher pour les produits genrés femmes. Ok, très bien, moi je veux bien, mais en attendant, quand on compare, le Doliprane pour les femmes, il est plus cher que le Doliprane non genré. Donc il y a besoin aussi de continuer de prendre conscience sur les inégalités ou les traitements défavorables. Et après, quand on aura pris conscience, ou continuer de prendre conscience, il y aura une question de choix politique. Comment on agit pour favoriser la liberté pour les femmes? Et là, il y a un vrai sujet politique de discrimination positive. Est-ce qu'on crée des règles de droit orientées pour les femmes, ou est-ce qu'on crée des règles de droit asexuées, agenrées, impersonnelles? Le droit parle en il. Ça, c'est quelque chose. L'écriture inclusive en droit, elle n'existe pas. Et je lisais un édito d'un juriste assez aiguisé à l'égard de cette écriture inclusive. Donc, c'est pas un sujet, c'est même plutôt rejeté. Donc, voilà. Est-ce que le droit a un sexe? En tout cas, il est écrit au masculin, ça c'est certain. Vous parliez de... Je vais boucler la boucle. Vous disiez le droit... Enfin, les droits des femmes ont été acquis grâce aux femmes. Alors, oui, peut-être. Mais moi, je veux croire que le droit des femmes, en fait, il sera acquis grâce à tous. Et là, je vois une personne que j'identifierai de sexe masculin dans la salle, et je vous remercie de votre présence. Mais voilà, on est majoritairement des femmes aujourd'hui, et pourtant je pense que le combat se gagnera ensemble, et je boucle la boucle définitivement parce qu'en Iran, les hommes se battent aux côtés des femmes. Voilà. Merci. Bonjour Bérangère Adair. Tout d'abord, je vous remercie de votre invitation. Je suis ravie de partager cette table ronde avec vous trois. J'ai beaucoup appris et je vous remercie toutes trois pour votre engagement réel. Madame le bâtonnier, monsieur le vice-bâtonnier du barreau de Bordeaux et les membres du Conseil de l'Ordre sont très sensibles à cette question du droit des femmes, et il y a des liens étroits très particuliers qui sont noués avec les partenaires institutionnels, des partenaires de la société civile dans son ensemble. Lorsque j'évoque les partenaires institutionnels, il s'agit aussi des juridictions. Le 7 mars dernier, nous avons pu organiser une table ronde sous la direction de Madame le Président du tribunal judiciaire. Et si peut-être que vous le savez aussi, le barreau a créé plusieurs instituts, lesquels instituts permettent de se questionner et de travailler tous ensemble autour de la place de la femme, donc à travers l'Institut du droit des personnes et du patrimoine, mais également l'Institut du droit des mineurs, pour lequel il y a un travail étroit également qui est noué. Alors, j'entends parler de liberté, j'entends parler d'égalité. L'égalité, en effet, elle ne se décrète pas. Elle ne se décrète pas, elle se construit chaque jour, tous ensemble, de manière évoluée. Et puis, j'ai beaucoup apprécié la question que vous avez posée, puisque vous avez posé la question de savoir est-ce que le droit a un sexe ? J'ai envie de vous poser la question, est-ce que la justice a un sexe ? Est-ce que la justice a un sexe, à tout le moins dans sa présentation ou dans sa représentation ? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se pose comme question essentielle ? C'est finalement l'idée même du juste. Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui serait inversement injuste pour une femme ? En termes d'égalité, en termes de liberté.
Il s'agit là aussi, dans la profession que je représente ici, de défendre la dignité contre toute forme d'atteinte physique, d'atteinte psychologique, contre toute forme d'oppression, contre toute forme de contrôle exercé sur autrui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va rechercher en réalité? C'est un juste, mais un juste absolu. Et puis, si on regarde encore de plus près, si on devait personnifier quelque part le juste, mais en réalité, on va invoquer ce symbole de femme. Ce symbole de femme au double visage. Celle de la justice, autrement dit justicière, qui était parfois représentée au XVIe et XVIIe siècle. Alors, d'un côté, en effet, on a le symbole de la justice. Le symbole de la justice avait les yeux bandés. D'un côté, bien, la justice, elle a baissé le voile pour manifester son regard. Elle montre en réalité le passage d'une personne à une autre dans une dimension individuelle et puis d'une justice abstraite de ce qui doit être. Ce qui doit être, c'est le droit. En prenant en réalité une forme exclusivement juridique. Mais il va falloir qu'il y ait aussi ce passage à la justice concrète, qui est plus compréhensive, beaucoup plus humaine. Et donc, de l'autre côté, bien, on va regarder autrement. La justice va regarder l'individu lui-même, c'est-à-dire celui qui va être destiné à recevoir son dû. Puis elle va lui poser une question pour savoir et interroger la personne qui est devant elle. C'est: qui êtes-vous? Existez-vous? Qu'avez-vous fait? Et au-delà de tout ça, se pose une autre question de qui va-t-on protéger? Qui va-t-on protéger? Alors oui, encore, l'égalité, elle ne se décrète pas. Et cette égalité, elle a fortement évolué. Et un des premiers symboles, vous le connaissez tous, hein, c'est Olympe de Gouges. Olympe de Gouges qui publie en 1791 la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne, où un des premiers principes est de dire la femme naît libre, libre et demeure égale. Égale à qui? À l'homme. Elle est égale, elle est libre et demeure égale à l'homme en droit. Vous l'avez rappelé, néanmoins, hein, le Code civil institutionnalise l'infériorité de la femme. Elle doit obéissance à son mari. Alors, si on vient à regarder tout ceci, on comprend bien qu'il y a un pouvoir patriarcal que l'ensemble des intervenants ont rappelé, et voir comment tout ceci a pu évoluer, mais évoluer dans un sens quelque part révolutionnaire pour que l'on gagne et que l'ensemble des femmes gagnent en liberté de droit, pour qu'il y ait une égalité très exacte de droit. Alors, j'avoue que j'avais préparé cette intervention dans une idée d'échange avec vous et de se dire, mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Olympe de Gouges, nous avons eu bon nombre de figures de femmes libres qui ont pu s'exprimer et gagner en force et en droit pour l'ensemble de notre collectivité. Mais qu'est-ce qui reste? Pourquoi encore aujourd'hui, nous sommes ici, tous ensemble, toutes les quatre, en réalité, à se poser cette question-là? Égalité, liberté, que reste-t-il encore à ce jour, 2025? Nous avons œuvré, et un des premiers constats est de se dire, bon,
comment protéger les droits de manière concrète des femmes. Parce que a été évoqué le plafond de verre, quelque part aussi des résistances institutionnelles, des stéréotypes de genre, le fait que les femmes, finalement, souffrent en silence et qu'elles n'osent pas se défendre. Si elles n'osent pas se défendre, parfois même, c'est parce qu'il y a des croyances qu'il faut combattre, qu'il convient de combattre. Un des premiers motifs qui viendrait à dire « je ne vais pas me défendre », c'est la problématique de l'accès à la justice. Accès à la justice et de se dire accès au droit et accès à l'avocat. De venir à considérer que pour avoir accès à la justice via le service d'un avocat, eh bien, ça va coûter cher. Cela fait partie, à mon sens, d'un accès à l'information, d'un devoir d'information nécessaire. Parce que s'il y a une problématique financière, ce n'est pas pour autant une problématique que d'avoir un accès à un avocat et donc un accès à la justice. La justice est gratuite. L'accès à la justice et au juge est gratuite. Donc, le système lui-même permet cet accès-là par l'aide juridictionnelle. Deux droits, absence de moyens, accès possible par l'aide juridictionnelle totale. Indemnisation qui est perçue par un avocat. C'est peu ou prou la même chose qu'une CMU pour un médecin. Il y a l'accès à la médecine, il y a l'accès au droit. Donc, quelque part, c'est une fausse croyance que de dire « je n'ai pas les moyens, je n'ai pas accès au juge, je n'ai pas accès à l'avocat ». Et là, ça fait partie, à mon sens, d'une information généralisée qu'il faut avoir. Il y a les accès à l'aide, à l'information. L'information, cette information juridique est aussi essentielle. Il y a un travail qui est fait par un maillage avec le CDAD, les MJD, la mise en place aussi de points justice qui ont été mis en œuvre à l'université. Il y a un partenariat qui a été noué en 2025 et qui met en place, là en l'occurrence, les avocats à titre gratuit viennent assurer des permanences d'information gratuites pour les étudiants. Il y a aussi eu un travail avec... alors vous avez évoqué les violences faites aux femmes, sur l'évolution de cette défense particulière. Vous connaissez l'ordonnance de protection, qui permet d'avoir un accès immédiat à une protection immédiate, une réponse judiciaire dans un délai de 6 jours à compter de la saisine du juge, de permettre une mise en protection immédiate également de la femme victime de violences intrafamiliales, d'avoir aussi une protection du domicile conjugal, avec une attribution du domicile conjugal et une mise à distance de l'auteur des violences. En 2024, ce processus et ce dispositif de protection a été renforcé par une ordonnance de protection dite immédiate, pour lequel il y a une réponse sous les 24 heures, par saisine du juge aux affaires familiales, par le ministère public. Cette protection est donc immédiate. Ce besoin de protection doit être... Et donc, voilà, il y a une conscience, une prise de conscience et une réponse judiciaire, juridique, immédiate. Donc là, je vois tout ceci comme une évolution
fortement positive, une prise de conscience fortement positive. Lorsqu'on parle d'inégalité aussi, les personnes que je peux recevoir dans mon cabinet, ce sont des femmes qui vont se considérer comme étant quelque part peut-être des parents ou une charge mentale, voilà, des parents isolés, en se disant, bon, très bien, j'ai la domiciliation des enfants a été fixée à mon domicile. Bon, le père n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement. Comment on peut le contraindre? Alors, le contraindre, on ne peut pas. On ne peut pas parce que, effectivement, c'est un droit et ce n'est pas une obligation. Et cela va rajouter aussi une charge mentale pour les femmes. De se dire comment on peut aussi contraindre ou faire évoluer tout ceci. L'autorité parentale est partagée bien souvent, mais elle est partagée, mais elle n'est pas en réalité exercée de manière partagée. Où la femme va être opposée au silence ou au refus du père d'avoir à répondre et à partager ses charges éducatives. Alors, il peut y avoir des réponses. Les réponses sont juridiques et judiciaires, c'est-à-dire qu'il peut y avoir l'attribution de l'autorité parentale exclusive qui puisse être attribuée à la mère. L'autre difficulté tient aussi à une dimension économique sur la pension alimentaire. Bon, comment devons-nous ou pouvons-nous obtenir une exécution forcée d'une décision pour obtenir la pension alimentaire? Là aussi, il y a eu une réponse qui a limité, en tous les cas, les dégâts, on va dire, qui est donc le système de la RIPA, qui a été mis en place par la CAF, et qui permet à tout le moins, dès lors qu'il y a peu de moyens, d'avoir à obtenir un minimum de 195 € mensuels de versement de pension alimentaire en lieu et place du père défaillant. Mais il faut nécessairement une décision judiciaire qui ait pu fixer ce montant de pension alimentaire au-delà. Et parfois, on peut le voir, au-delà de ces 195 €. Et on peut le voir dans bon nombre de décisions judiciaires. En réalité, ce montant n'est pas forcément prononcé par les juges aux affaires familiales. Voilà. Alors, vous avez évoqué aussi donc, le fait qu'il y ait eu une évolution, c'est-à-dire la condamnation en 2025 de la France parce que le devoir conjugal, ce qui était compris comme étant un devoir conjugal, n'en est plus un et n'en serait plus un. Il y a, là on se dit, bon, évolution, prise de conscience. Bien écoutez, en préparant cette intervention, il y a une proposition de loi qui a été déposée pas plus tard qu'hier en la matière. Pas plus tard qu'hier pour se dire, bon alors, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il a pu être considéré par bon nombre de juridictions et de dire que le devoir conjugal existe. La Cour de cassation avait pu confirmer également des décisions, des arrêts de cour d'appel qui avaient prononcé au tort exclusif de l'épouse, à défaut de se soumettre, parce que c'est volontairement que j'emploie ce terme, de se soumettre à ce devoir conjugal, avec des conséquences financières également, de dommages et intérêts prononcés
prononcée à la faveur de l'époux. La France a donc été condamnée. Proposition de loi hier déposée, avec un article unique, pouvoir modifier les dispositions de l'article 215 du Code civil et de le voir compléter de la manière suivante. Cette communauté de vie ne saurait être interprétée comme une obligation d'avoir des relations sexuelles. Attendons le vote de cette loi. Mais nous le voyons ici, nous le voyons tous, cette égalité, cette défense des droits est l'affaire de tous, elle est l'affaire de tous les jours, elle est notre quotidien. Et je tenais également à évoquer avec vous un dispositif unique en France, qui a été créé par le barreau de Bordeaux cette année, qui est mis en place depuis le 1er février 2025, qui regroupe 250 avocats du barreau de Bordeaux pour la défense des victimes, en droit civil, en droit pénal, la mise en place de ce numéro unique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permet donc d'avoir un accès à l'information, à une défense immédiate, peut-être moins immédiate, mais en tous les cas, sur un accompagnement quotidien par un avocat, de manière gratuite sur cette information. Et voilà, c'est un dispositif, je le rappelle, unique. Je vais vous donner le numéro unique aussi de ce dispositif, qui est le 06 84 63 80 34. Et donc, pour en terminer, si bien sûr, si au commencement est bien le juste, si au commencement est bien l'égalité entre tous, peut se dire aussi qu'aujourd'hui, les avocats du barreau de Bordeaux sont présents, veillent sur cette égalité-là et à faire respecter c'est l'ensemble de ces droits, et que ce droit positif est une signification particulière et permette une protection efficace et efficiente de l'ensemble des femmes. Merci beaucoup à toutes les quatre. Vraiment, votre intervention à chacune d'entre vous est inspirante et me rappelle à chaque fois combien mon métier est passionnant, pour le coup, d'avoir la chance de recevoir des invités tels que vous. Merci pour votre engagement, pour ce que vous nous avez appris, encore une fois, pour cette parole qui est multiple et qui, à la fois, nous unit tous.